Bonjour et bienvenue donc sur le podcast live d'Horloge. Aujourd'hui, le sujet va parler donc du divorce. On s'en va pour une durée totale de 45 minutes. Comprendre, anticiper, éviter la destruction. Notre objectif, l'autorité, la rétention et les valeurs réelles. Euh, le divorce aujourd'hui, ce n'est plus un accident de parcours. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que le divorce est souvent plus violent après la séparation que pendant la vie commune. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre réellement en considération. Surtout que on se fait en fait beaucoup d'idées en pensant que quelquefois la vie sera meilleure. Mais il est vrai que ce qui se passe après le divorce, euh, on- il faut s'adapter. Et c'est bon de le savoir et c'est bon de s'informer. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler d'amour. Non, on va parler de la réalité. Avant de débuter, on va quand même parler de statistiques réelles, d'accord? Donc, pour qu'on se mette vraiment dans le bain et d'un point de vue sociétal, avec des chiffres clés en ce qui concerne la France. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, on est sur 120 000 divorces par an, quand même, hein, ce qui n'est pas négligeable. Hein, ça représente 48% des foyers français mariés. En quelque sorte, on peut dire qu'un mariage sur deux finit par un divorce. On prend une durée moyenne, on compte une durée moyenne avant divorce entre 13 à 15 ans. C'est la durée moyenne du mariage avant de demander le divorce. Et sur un divorce sur deux, ça implique des enfants. Donc autant vous dire que c'est quand même important de bien s'informer quand on va divorcer et surtout quand ça implique des enfants. Et une dernière statistique qui est importante, mais où on va éclairer un peu la statistique, parce que les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, et surtout aussi de démentir un petit peu ce qu'on peut entendre dans certains débats quelquefois. Nous retenons une moyenne de 70 à 75% des divorces qui sont demandés par les femmes. Alors, cette statistique s'explique sur les divorces dits contentieux. C'est-à-dire que c'est elles qui vont demander souvent le divorce en contentieux. Et ce sont les chiffres qui arrivent, qui sont recensés auprès du ministère de la Justice. Hein, d'accord. Donc les tribunaux, hein, surtout les greffes du juge aux affaires familiales, transmettent leurs statistiques, hein, parce ils doivent rendre des statistiques, et c'est ce qui permet de faire cette moyenne. Aujourd'hui en France, vous avez la possibilité aussi de divorcer sans passer par la case juge aux affaires familiales, donc sans aller au tribunal. Donc c'est ce qu'on appelle le consentement mutuel qui se fait par le biais d'un notaire. Et les notaires, eux, ce sont des professions libérales, hein, ce sont des SCP, et donc ils sont privés. Ils n'ont pas à rendre de statistiques, tout du moins, s'ils le veulent. Donc, il faut savoir que quand même, ça va, la majorité des divorces reste quand même dans le consentement mutuel. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui divorcent, de foyers qui divorcent auprès des notaires, hein, dont on n'a pas réellement les chiffres, hein, parce que c'est à la volonté des offices notariales de remonter les chiffres. Donc, nous sommes sur 70 à 75% de divorces demandés par les femmes dans le contentieux. Et ça, c'est très important de garder cette statistique en tête. On va pouvoir savoir pourquoi et comment. Donc, après le divorce, on a une chute de niveau de vie euh, pour les femmes assez conséquente, environ moins 20% en moyenne. Donc, une fois divorcée, la femme, elle va voir son niveau de vie chuter de moins 20%. Contrairement à l'homme, qui lui va voir chuter son niveau de vie en moyenne
entre 3 et 5 pour cent. Donc là, le foyer précaire, ce sera forcément celui de la femme. En général, elle a la garde des enfants et elle devient une famille monoparentale et ont souvent les salaires les plus bas. Et donc, le niveau de vie va chuter considérablement pour la femme, contrairement à l'homme. On va observer aussi un isolement social après le divorce et énormément de conflits judiciaires prolongés, quelquefois de 5 à 10 ans, hein, par rapport aux enfants. Les conséquences du divorce, vous allez passer une première étape, vous faites le divorce, et souvent le temps d'avoir une certaine régularité, si c'est très conflictuel, on peut aller jusqu'à 10 ans de procédure, c'est-à-dire que on va revoir le juge aux affaires familiales pour une révision de pension alimentaire ou un droit de visite et d'hébergement qui n'est pas réglementé, enfin n'est pas honoré. Et donc, on va dire, quand on prend de la hauteur sur certaines situations, on se dit, bah, il est peut-être préférable qu'on se mette d'accord, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, le divorce est souvent la plus grosse erreur financière d'une vie. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vraiment, on peut se dire que souvent, c'est le cas. Donc là, aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour, enfin, on vient de passer, on fait le tour un peu une petite note sociétale. On a vu un peu les chiffres, hein, quelques chiffres ensemble. Et ce qui va nous permettre en fait aussi aujourd'hui de découvrir les formes de divorce qui existent, hein, en France. Vous décidez de divorcer et vous ne le savez pas, mais il existe 4 formes de divorce. On va commencer par le divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel, c'est le divorce qui est hors contentieux. C'est celui qui nous permet justement de divorcer sans pour autant passer par la case justice. Nous avons 2 individus, un couple, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, un couple, qui ont décidé de mettre fin à leur mariage. Et là, il va falloir se mettre d'accord pour que ce consentement puisse aboutir, hein, parce que dans consentement mutuel, hein, le nom est très bien trouvé, très bien choisi. Donc on consentit, donc on se met d'accord et mutuellement, ensemble, justement, sur l'ensemble des conséquences du divorce. Donc, les conséquences du divorce qui sont sur la pension alimentaire s'il y a des enfants, une pension compensatoire éventuellement s'il y a lieu d'être, le droit de visite et d'hébergement du parent qui ne sera pas gardien, la résidence habituelle des enfants s'il y a, et la liquidation du bien matrimonial, parce que ça peut rentrer aussi en compte, hein, faut pas oublier cette fameuse liquidation qui est très très importante dans la phase d'une séparation. Il est dit que c'est quand même le divorce le plus sain, le plus rapide, le peu coûteux, mais qui va nécessiter une maturité et un équilibre. Par contre, voilà, quelquefois, on se précipite aussi sur cette forme de divorce. Parce qu'on se dit, bon, bah voilà, je veux m'en débarrasser. En moyenne, ça dure entre 1 voire 3 mois. Il faut que les conventions soient concordantes, signées par les 2 parties, et ensuite trouver un rendez-vous qui soit un rendez-vous auprès du notaire et que tous les protagonistes de la signature soient présents. Par contre, et l'avocat est obligatoire. De toute manière, sachez que toutes les formes de divorce que vous trouverez en France, l'avocat est obligatoire. Et il y a des erreurs qui sont faites fréquemment sur cette forme de divorce, c'est qu'on va signer trop vite, sans forcément comprendre les conséquences. Pourquoi c'est important de prendre toutes les informations? Parce qu'il n'y aura pas de marche arrière, surtout sur certaines conditions.
Il y a des choses qui ne sont pas figées dans le marbre, mais il y en a certaines, vous ne pourrez jamais revenir dessus, telles que la pension compensatoire. Donc, prendre bien ces informations, d'obtenir le meilleur des conseils auprès de votre avocat, il est là pour protéger vos intérêts, et surtout, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter parce qu'un divorce, c'est pour la vie aussi. C'est un divorce, c'est pour la vie. Donc, pour éviter les regrets, ou pensez que ça sera plus opérant pour vous de vous débarrasser rapidement. Non, parce qu'il se peut qu'un matin, vous vous réveillez et puis vous dites, attendez, mais ça, c'est mon droit et je ne l'ai pas. Donc, vraiment, prenez le temps de comprendre les conséquences. Et pour les deux parties. Par contre, une fois que vous avez tout compris et qu'effectivement, vous vous mettez d'accord sur ces conséquences, sachez, c'est quand même la forme de divorce la plus saine et la moins coûteuse. Et celle qui fait le moins mal, surtout par rapport aux enfants. D'ailleurs, l'une des premières missions d'Horloge, c'est celle-ci, c'est de vous amener à consentir. Mieux comprendre pour mieux faire. Ensuite, on va passer aux 3 formes de divorce restantes qui, elles, appartiennent au contentieux. Un contentieux, qu'est-ce que c'est? Le contentieux, c'est lorsque je ne suis pas d'accord et que je dois demander, saisir le juge aux affaires familiales, qui est l'unique personne qui va pouvoir justement me permettre de divorcer. Et pour cela, donc, cela nécessite donc la présence d'un avocat et pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle la requête, d'accord, de venir assigner l'autre partie. Donc, il va demander au juge de bien vouloir dissoudre le mariage. Mais pour cela, il faut savoir dans quelle case vous allez vous mettre. Et oui, parce que bon, divorcer, ok, très bien, mais quand l'autre partie ne veut pas, ou si l'autre partie veut, mais on n'est pas d'accord sur les conséquences, comment ça se passe? Ou ça s'est très mal passé pendant la vie de couple. Donc là, vous avez 3 possibilités et c'est ce qu'on va voir ensemble. On a en premier lieu le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture, c'est le fait d'être d'accord sur le fait de divorcer. On a l'époux et l'épouse qui se rendent à l'évidence. On ne peut plus continuer. On est d'accord pour divorcer. Cependant, il y a un désaccord sur les conséquences, c'est-à-dire peut-être sur le montant d'une pension alimentaire, peut-être sur le bien matrimonial, peut-être sur le droit de visite et d'hébergement, ou peut-être tout simplement sur la garde exclusive de l'enfant ou des enfants. Et là, du coup, on demande au juge de trancher. Donc, chacun va avoir son avocat et ensuite présenter ses demandes auprès du juge. Et c'est le juge qui tranchera. Donc, c'est une zone à risque juridique. On a ensuite le divorce pour faute. Le divorce pour faute est le divorce le plus dur, très long, très destructeur, où les preuves deviennent des armes. Il reste cependant un choix de divorce très peu sollicité, mais il existe. Il faut pour cela caractériser la faute. Et là vont rentrer en compte les violences, les infidélités graves, les abandons ou les humiliations répétées. C'est l'époux ou l'épouse qui considère que le conjoint ou la conjointe l'a maltraité ou l'a malmené
et n'a pas répondu à ses obligations en tant qu'époux et épouse. Et donc, on vous l'a dit, la violence, l'infidélité grave, l'abandon et l'humiliation répétée. On entend souvent, oui, l'infidélité, on n'en parle plus et ils n'en tiennent pas compte. Alors, sachez, donc on a dit l'infidélité grave. Sachez que l'infidélité seule, il est vrai qu'elle ne constitue pas une faute. D'accord ? Cependant, lorsque il va y avoir des faits de violence, un abandon, une humiliation répétée, ceci va constituer une faute grave. En même temps, il est quand même conseillé de bien réfléchir avant de se lancer dans cette forme de divorce. Comme on vous l'a dit, c'est très long et c'est très douloureux. C'est douloureux parce que on va aussi étaler sa vie et on va peut-être revivre des instants pas très bons. Et c'est long. C'est très, 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 très long. Psychologiquement, c'est très lourd. Et en plus de ça, c'est que c'est le divorce le plus coûteux. Forcément, plus c'est long, plus ce sera coûteux. Et pour finir, la forme de divorce la plus convoitée, celle qui est le plus demandée et qui vient en concordance avec le pourcentage qu'on a évoqué tout à l'heure, entre 70 et 75% des femmes demanderesses des divorces, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ou vous pouvez l'entendre aussi sous le nom de rupture du lien conjugal. Il faut pour cela une séparation d'1 an minimum, et c'est ce qu'on appelle un divorce imposé. Concrètement, c'est le divorce administratif, mais qui humainement va être quand même violent. Et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Vous avez en fait l'un des deux époux qui veut divorcer, mais l'autre pas. Donc on a un époux ou l'épouse qui vient subir la demande du divorce choisi. Et c'est là où on se retrouve avec un divorce subi et un divorce choisi. Et souvent, celui qui vit le divorce subi, ça lui est imposé. Donc, on lui impose le divorce. Ça n'a pas forcément été réfléchi, mais souvent, il y avait des tensions dans le couple jusqu'à ce que, justement, la femme, en général, va faire la demande. C'est pour ça qu'on observe ce chiffre-là. Et on passera tout à l'heure, on vous expliquera ce qui motive les demandes de divorce. Dans ces divorces, on invoque souvent, la femme va souvent invoquer, pour les raisons, elle va souvent invoquer la surcharge mentale. Souvent sur tous les fronts, avec un sentiment de déséquilibre affectif, va venir ensuite des conflits répétés et quelquefois des violences psychologiques. Donc, ce qui amène en fait à une perte du sens du couple pour la femme, et donc qui la pousse et qui la mène à aller déposer une demande. Et il y a aussi souvent les conséquences économiques. Et ça, on en parle peu, et pourtant, c'est une réalité. Donc c'est quand même à prendre en considération, surtout quand on voit le nombre, c'est quand même le taux le plus fort. Et donc il y a quand même une réflexion à se faire à ce niveau-là.
Donc voilà, on vous a expliqué les 4 formes de divorce qui existent. Et donc, on répète, l'avocat est obligatoire pour ces 4 formes de divorce, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas divorcer sans avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez prétendre peut-être à l'aide juridictionnelle. D'accord? C'est une aide financière de l'État qui vous permet justement de prendre en charge les honoraires de l'avocat. Il vous suffit d'en faire la demande sur Internet et de demander la désignation d'un avocat pour vous représenter lors de votre divorce. Un divorce sans le contentieux, c'est le consentement mutuel. Et ensuite, tout ce qui est contentieux, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute, le divorce pour acceptation du principe de la rupture et le divorce. Donc, ça, c'est les 3 formes de divorce en contentieux. Vous le pourrez par la suite. On fera des podcasts sur chaque forme de divorce où on va les développer et vous expliquer comment ça se passe, d'accord? La procédure en elle-même. Et dans cette équation, il y a les enfants. Les enfants, donc, face au divorce. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le divorce en soi qui détruit les enfants. C'est souvent les conflits non résolus entre les parents. Il faut savoir que les enfants sont exposés à des séparations conflictuelles qui vont venir développer chez eux de l'anxiété, des troubles du comportement, des difficultés scolaires, le sentiment donc de loyauté conflictuelle et la perte de repères. Pendant ces conflits, il y a certaines dérives qui vont apparaître, telles que l'instrumentalisation de l'enfant, le dénigrement de l'autre parent, ce qu'on a pu voir dans le podcast précédent pour l'aliénation parentale, et la confusion entre le rôle de parent et le rôle affectif. Il faut savoir que lorsque vous divorcez, l'enfant ou les enfants, ce ne sont pas des médiateurs. Ce ne sont ni des alliés, ni des juges. Ils ont besoin, eux, d'une stabilité émotionnelle qui va dépendre uniquement de vous, clairement. Cette capacité que normalement les adultes doivent avoir à se comporter comme des adultes. Donc, divorcer, c'est une chose qui peut arriver et qui devient parfois une bénédiction pour certains et certaines, parce que justement le poids du mariage est très lourd et que on se rend compte qu'on n'est pas forcément fait à vivre ensemble, mais ça ne doit pas être un conflit qui vient justement détruire le développement des enfants. La grande question que beaucoup se posent aujourd'hui aussi, c'est pourquoi on divorce autant aujourd'hui. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'explosion des divorces. On va les regarder sur 2 pans. Le facteur psychologique, les facteurs psychologiques et les facteurs sociétaux. D'un point de vue psychologique, il va y avoir ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle. On ne s'écoute pas. On n'en fait qu'à sa tête et on n'avance qu'à son rythme. La mauvaise communication dans le couple. Grosse erreur.
qui amène souvent à des attentes irréalistes. Une mauvaise communication, chacun est de ce côté, et donc chacun est dans une attente qui ne se réalisera pas. Forcément, on reste sur des idées et on est déçu, en pensant que l'autre va deviner. Non, on s'installe, on communique. Et souvent, on n'a pas non plus appris à gérer les conflits. Et oui, dans un couple, il y aura toujours des conflits. Et fort heureusement, quand on vit avec une personne, même quand on n'est pas marié, entre frères et sœurs, voilà, hein, même au travail, il va y avoir des conflits. C'est comme ça fait partie de la vie. Cependant, il faut apprendre à pouvoir gérer ces conflits. Ça va rentrer dans la communication, mais la bonne communication. Mais le grand fléau, c'est que souvent, justement, c'est d'ailleurs l'un des facteurs psychologiques, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme va être le responsable souvent des choix faits dans le couple. Un couple, c'est à deux. Donc forcément, lorsque on fait preuve d'égocentrisme, on ne peut pas réfléchir pour deux. Donc voilà, en quelques termes, les facteurs psychologiques qui amènent au divorce. Ensuite, on a les facteurs sociétaux. Les facteurs sociétaux, on va retrouver l'individualisme croissant. En effet, dans un monde qui se veut mondialiste, on tend à l'individualisme. Et c'est ce qui devient de plus en plus répandu. On fait en sorte d'être seul, d'accord, de pouvoir s'en sortir seul. Cet individualisme qui est mis face à cette comparaison qu'on se fait au quotidien, comparaison permanente, via les réseaux sociaux, n'arrange rien. Et oui, en effet, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact réel dans la société. Pourquoi ? Car on pense qu'il y a mieux. Et le choix aussi de se dire, je peux aujourd'hui ne pas me retrouver seule. En pensant que ça va être facile. Ou que la vie d'un tel ou un tel, hein, comme on dit, hein, ces vies instagrammables, qu'elle est meilleure. Hein. Ils sont heureux, moi je ne le suis pas. Donc, éviter la comparaison. Ça ne mène à rien. Hein. Parce que lorsque vous vous comparez aux réseaux sociaux, vous aurez ce qu'on appelle une illusion de choix infini. Ça ne s'arrêtera pas. Hein. C'est un puits sans fond. Les réseaux sociaux, c'est un puits sans fond. C'est une illusion qui va venir vous induire en erreur. Il y a aussi la disparition des modèles familiaux stables. Le schéma familial, aujourd'hui, a totalement été déstructuré. À l'époque, c'était un papa, une maman et les enfants. Voilà le cadre familial idéal. Aujourd'hui, avec cet individualisme, on rencontre de nombreuses familles monoparentales, seul parental parent, c'est-à-dire un seul parent. On évince
aussi la place du père. Hein. L'homme est de plus en plus émasculé avec cette confusion qui vient rentrer dans la conscience collective. euh, on arrive avec une confusion entre liberté et engagement. Et cette indépendance financière, justement, qui va mener à cette réflexion. Donc, on s'est engagé il y a quelques années, il y a 10 ans, 13 ans, 15 ans, voire 20 ans, hein, quelquefois. Mais on s'est formé sans structure et sans règles et sans vision commune. Donc, la volte-face, lorsqu'on arrive justement face à ces facteurs sociétaux, qui sont donc le cancer du couple, hein, en réalité, ceci amène cela. Si vous n'avez pas une base, vous n'avez pas de structure solide, si vous n'avez pas posé de règles et que vous n'avez pas de vision commune, il y a de fortes chances que le couple s'effondre. Donc, ce n'est pas un manque d'amour en réalité. Hein. Le couple ne va pas s'effondrer par manque d'amour. Non. Le couple va s'effondrer par absence de cadre. C'est pourquoi il est bon pour ceux qui souhaitent se marier, hein, on va parler d'anticipation et on va dire limiter les dégâts, tant bien même on déciderait de divorcer. Ou vous êtes pendant la relation. C'est pour ça qu'il est bon de voir l'avant, pendant et après. Avant le mariage, on parle de structure. On parle de projection de vie commune. Au départ, on accepte tout. Hein, on accepte tout. Mais c'est les émotions, c'est pour ça qu'on parle d'immaturité émotionnelle, qui vont prendre le dessus. Il ne faut pas hésiter à parler d'argent, à parler d'enfants. Est-ce que tu désires des enfants? Tu en veux combien? Parce que bon, faire des enfants, on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Il faut faire des enfants parce qu'on le veut et qu'on va s'en occuper. Oser parler de la séparation avant qu'elle n'arrive. Ce n'est pas mauvaise chose de se dire que le risque zéro n'existe pas et que si en cas de séparation, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui peut amener à envisager, dans certains cas, un contrat de mariage, qui n'est pas quelque chose qui vient mettre en doute les sentiments de l'un ou de l'autre. Non. Car lorsque vous arrivez justement à vous séparer, vous vous aimiez, vous aviez promis fidélité, que vous alliez finir vos vieux jours ensemble, hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous vous êtes engagé sans vous prémunir, hein, de ce qui peut se passer juridiquement parlant. Et oui, parce que ce n'est pas qu'un engagement moral. Les émotions, c'est quelque chose de non palpable. C'est quelque chose qu'on ne tient pas. L'amour, c'est quelque chose de non quantifiable. C'est qualitatif. Et ça ne doit pas remettre en doute l'amour qu'il y a entre ces deux êtres. Non. Non, non, non. On va dire que c'est une certaine assurance qui va permettre justement, hein, de se dire, bon, bah là, je suis sur des bases solides. Hein, je structure cette vie commune. Et donc, je vais venir aligner les valeurs. Voilà, avant le mariage, en réalité, ce que doivent faire un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, qui souhaitent vivre
en communauté. Pendant la relation, il est bon et il est conseillé de vous poser des règles claires. Oui, poser des règles claires. Sans pour autant se sentir obligé de faire des choses au contraire de ce que vous êtes. Parce que ça ne va pas tenir à la longue. On va répartir les responsabilités de chacun. Oui, tenir un foyer, c'est avoir des responsabilités. Et pour que ça se passe bien, il faut savoir les mettre sur la table, les écrire, hein, et de se le dire. Ce qui va permettre, en réalité, d'avoir et de préserver une communication structurée. Lorsque je me retrouve face à cet écrit, il est plus facile pour l'autre aussi d'entendre. On s'était mis d'accord sur ça, que se passe-t-il? Sans pour autant lui dire « tu as fait ». Non, c'est une erreur. La communication, c'est j'explique ce que je ressens, hein, parce que l'autre ne peut pas savoir ce que vous ressentez. Il n'est pas... Cependant, il peut l'entendre. Et il va vous apporter une réponse. Et souvent, ce n'est pas celle que vous pensez. Et oui, parce qu'il n'est pas dans votre tête et vous n'êtes pas dans sa tête. Et de trouver le juste milieu, pour éviter qu'il y en ait un qui pense qu'il est plus au-dessus que l'autre. Ce qui va permettre, à la longue, et surtout pour préserver la relation, de maintenir une autorité parentale cohérente. Et oui, parce que ça commence pendant le couple. Pourquoi il y a un échec à la séparation et que c'est très conflictuel lorsqu'on va parler de coparentalité? Parce que justement, on n'a pas pris le temps de discuter de ces choses-là. On n'a pas pris le temps de se projeter sur l'avenir peut-être des enfants ou sur notre propre avenir, hein, et d'accompagner l'autre sans pour autant décider de vouloir le guérir ou de le soigner. Non. Non, non. Je t'accompagne. Laissez place quelquefois au silence, qui est peut-être une belle réponse aussi. Ce n'est pas parce qu'il ne me répond pas qu'il ne m'aime pas. Non. Hein, on a tous besoin à un moment donné de ce silence. Et si, justement, vous arrivez à exister à travers un silence, c'est que vous allez réussir justement à vous structurer. Mais les choses ont été dites, les choses sont placées. La communication saine, la communication structurée, on ne garde rien en soi. Et donc, je ne ferai aucun reproche à l'autre. Et en cas de séparation, afin de limiter les dégâts, documentez-vous sur les faits. Documentez-vous. Se documenter, c'est d'aller chercher l'information là où elle est. Je peux regarder sur Internet, je peux aller dans les structures qui existent. Hein. Vous avez beaucoup de maisons d'accès au droit ou voilà, hein, des services communaux qui vous sont dédiés, hein, qui sont pris en charge par souvent les élus de votre commune. Aussi dans le privé, hein, d'aller voir donc des personnes indépendantes qui peuvent vous informer justement sur ce qui va se passer, sur vos droits, etc., avant de vous précipiter comme ça à l'aveugle
et d'éviter d'être surpris. Et tant bien même quand vous arrivez devant votre conseil, de ne pas lésiner à aller prendre un autre conseil pour vraiment comprendre et prendre la bonne décision. Parce que souvent, ce qui se passe, quand il y a une séparation, c'est que vous prenez ou on prend des décisions, pardon, sur les émotions, hein. Donc, c'est des décisions émotionnelles. Et donc, forcément, quand vous arrivez avec des décisions émotionnelles et que vous vous retrouvez face au juge aux affaires familiales lorsqu'il y a justement conflit, c'est compliqué. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Parce que c'est votre ressenti. Les émotions, c'est le ressenti de la personne. Mais juridiquement parlant, quelquefois, c'est pas forcément cohérent, hein. On ne peut pas faire ce que les humains pensent. Non. Voilà, c'est cadré, la justice est cadrée. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner juridiquement parlant, hein. C'est très, très important. Et émotionnellement aussi. Et quand on fait preuve de maturité lors de la séparation, ça va nous permettre aussi de protéger les enfants, hein. Donc, c'est même très utile de penser aux enfants à ce moment-là avant soi-même. Parce que le fait est de vouloir protéger les enfants, on va se protéger, d'accord? Parce que souvent, ce qui se passe, quand on prend des décisions émotionnelles, on va mettre de côté, justement, les enfants. Et là, c'est la chute libre. Donc, comme vous avez pu observer, on peut conclure que, en réalité, le divorce, ce n'est ni une honte, ni une victoire. C'est une rupture, hein, qui peut être gérée avec responsabilité. Sinon, ça va devenir une destruction durable, malheureusement. Aussi, sachez que on ne protège pas les enfants en se séparant. Non. Si certains pensent ça, non. On va les protéger par la manière dont on va se séparer. Est-ce que vous avez entendu la nuance? On ne protège pas les enfants en se séparant. On va les protéger par la manière dont on se sépare. C'est très important. On vous a dit que le divorce, ce n'est pas lui qui détruit les enfants. C'est la manière dont le divorce est fait. Le conflit des adultes qui va venir empiéter dans le développement et la structure de l'enfant. C'est pourquoi comprendre le divorce, c'est déjà d'éviter d'en subir les conséquences. Car je vais informer mon cerveau sur une réalité, pas sur un fantasme ou une projection quelconque. Parce que, à tort, souvent, on va écouter le divorce d'un tel, le témoignage d'un tel. Il peut y avoir des effets miroirs, mais sachez que votre histoire est unique. Personne ne vit ce que vous vivez. Donc, se concentrer sur soi, mettre de côté les émotions, surtout pour la phase juridique, de se faire accompagner et de prendre les bonnes décisions pour